Bonjour à tous, je m'appelle Amandine, je suis la fondatrice du Journal pour Soi et votre hôte sur le podcast Pour Soi. J'ai créé ce podcast pour démystifier et vous faire découvrir toutes les pratiques et les thérapeutes du bien-être physique et mental qui peuvent nous aider lorsque l'on traverse un moment compliqué dans notre vie. À travers chaque interview, nous allons vous donner des clés et des conseils pour surmonter les difficultés de la vie. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un avis sur Apple Podcast ou en le repartageant avec vos proches sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir pour cette interview Pauline Chilassi. Pauline est sexologue et à travers cette interview, elle va nous expliquer exactement en quoi consiste son métier, à quel moment devrait-on venir voir une ou un sexologue. On parlera aussi de la problématique de baisse de libido lorsque l'on traverse un moment compliqué dans sa vie, de vaginisme, de comment une sexologue peut nous aider lorsque l'on a vécu un traumatisme qui affecte notre vie sexuelle. J'ai vraiment été ravie de faire cet épisode et traiter ce sujet avec Pauline. Je suis sûre que vous allez apprécier comme moi son professionnalisme et sa douceur. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Pauline. Bonjour Amandine. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots avant ? Oui, bien sûr. Alors donc je m'appelle Pauline et en fait de formation je suis infirmière et ça fait 10 ans que je travaille sur le pôle femmes-mères-enfants de mon hôpital et au cours de tout ça, j'ai rencontré des parents qui ont eu leur bébé via les FIV et j'ai aussi rencontré des parents qui ont vécu des dénis de grossesse. Et dans les conversations qu'on pouvait avoir en fait avec ces parents-là, je me suis rendu compte un peu que l'aspect de la sexualité était un peu obsolète dans la fabrication de ces bébés, puisque du coup la FIV c'est surtout médical et le déni du coup ça passe inaperçu. Et c'est vrai que du coup j'étais dans une période où j'avais envie de me recycler et j'ai fait des recherches et je suis tombée sur les écoles et les DU en sexologie et du coup je me suis lancée. Voilà, ça fait 3 ans maintenant que je me suis lancée, j'ai été formée. Ça fait depuis le mois d'octobre que j'exerce complètement, j'ai eu mon diplôme et c'est un autre métier, c'est un métier qui est plein de surprises et je trouve ça plutôt agréable parce que ça rejoint un peu le métier d'infirmière que j'avais avant où les surprises on en avait à chaque garde, on savait pas trop sur quoi on allait tomber. Et c'est pas mal parce qu'en plus avec ton approche et ce que tu as appris en tant qu'infirmière, ça te donne une approche on va dire un peu différente. C'est ça, c'est-à-dire que je sais pas mes collègues, mais moi le point de vue un peu, tu sais, organique, tout ce qui peut être lié à des problèmes vraiment physiologiques, j'y pense tout de suite et souvent là mes patients me disent c'est marrant, on m'avait pas posé la question. Du coup ouais, l'approche infirmière elle est rassurante aussi pour les patients parce que je sors pas de nulle part et j'ai déjà un bagage en fait hospitalier qui les rassure. Ouais, je pense que c'est très rassurant d'avoir cette expérience. Et juste pour savoir, parce que par exemple, moi j'ai interviewé une psychologue et elle m'expliquait, dans tout ce qui est psychologie, il y a différents thérapeutes et il y a des diplômes différents. Et sexologue, c'est un diplôme et voilà, c'est une formation. Comment ça se passe en fait ? Alors en fait, j'ai écouté ce podcast-là et je réfléchissais à tout ça. Effectivement, les sexologues, en fait, il y a plusieurs horizons. Quand j'ai voulu me recycler, en tout cas me réorienter, je me suis renseignée, il y avait en fait des DU, des diplômes universitaires où la grande majorité des sexologues viennent de là. Et le problème, c'est que moi, dans ma région, ils sont essentiellement ouverts aux médecins, sages-femmes. Du coup, c'est pas ce que j'étais paramédicale à l'époque. Du coup, j'ai trouvé une école privée sur Paris et tu rentres en fait sur lettre de motivation et CV et quand j'ai été acceptée j'étais très contente parce que ça m'ouvrait des portes comme au DU, c'est les mêmes cours, on voit les mêmes problématiques, on voit les mêmes modules, sauf que c'est une école privée. Et donc toi tu es sexologue clinicienne, hein, c'est ça hein ? C'est ça. Il y a une différence avec une sexologue, je sais pas, classique Alors en fait c'est un peu comme les psychologues, il y a plusieurs courants, il y a les sexothérapeutes, les sexologues cliniciens, les médecins sexologues, et en fait moi mon école elle m'offre le diplôme de psychosexologue.
Le titre sexologue clinicien, je l'ai obtenu grâce à mon adhésion au syndicat national des sexologues cliniciens du coup, ce qui t'offre, ce qui offre surtout aux patients un peu plus de sûreté sur qui ils vont rencontrer et vis-à-vis des diplômes. Les sexothérapeutes, en fait, demain, si tu avais envie, tu pourrais te dire et mettre une plaque comme quoi tu es sexothérapeute. Il n'y a pas forcément besoin d'une école ou d'un diplôme parce qu'en fait, la sexologie n'est pas réglementée au même statut que les psychologues ou... Enfin, voilà, ce genre de profession, en fait. Il n'y a pas de diplôme d'État. Voilà. Ok, c'est comme elle expliquait Laura Nicole, c'est qu'il y a les psychothérapeutes, tout le monde peut aussi être psychothérapeute. Et oui, voilà, c'est là où... Donc c'est quand même très important quand on cherche déjà de se renseigner aussi du statut exact de la personne pour que ça soit un peu plus clair, on va dire, dans la tête de tout le monde. Oui, exactement. Il faut se renseigner sur finalement le parcours officiel des personnes, c'est hyper important. Et en plus, je suppose que là, la psychologie, quand tu es sexologue, c'est quand même un facteur qui est très très important, un axe très important. Ah, complètement. Oui, ça va de pair. Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer alors concrètement à quoi ça consiste en fait une sexologue clinicienne ? Alors, en fait, un ou une sexologue clinicienne, on va dire au féminin, puisque je suis une femme. Hein. Du coup, une sexologue clinicienne, ça va permettre de prendre en charge les problématiques sexuelles d'origine psychologique, émotionnelle, éducationnelle, comportementale. Ça va être tout en lien finalement avec comme une psychothérapie. Les troubles que l'on va rencontrer, ils vont découler de ce que l'on a su nous apporter enfants, adolescents, de nos schémas parentaux et de ce qu'on a pu entendre. Et comme je ne suis pas médecin, je ne peux pas prescrire. Du coup, je ne pourrais pas aller approfondir les troubles sexuels physiologiques. C'est en ça que c'est important d'avoir un travail en collaboration avec du coup les gynécologues, les médecins traitants et les urologues pour pouvoir en fait approfondir quand je pars sur un diagnostic d'origine physiologique. Oui, donc là, il y a une étroite collaboration avec les gynécologues. Oui, du coup là pour les femmes, les gynécologues, même les urologues parce que les femmes peuvent les rencontrer s'il y avait des problèmes. Les urologues ne sont pas réservés qu'aux hommes. Et ils sont aussi, en fait, pour faire la comparaison, le gynécologue, son homonyme masculin, on dira, c'est l'andrologue. Et là, on part vraiment sur une prise en charge masculine à fond. Ok. C'est très peu connu quand même. Enfin, moi, j'en ai jamais vraiment entendu parler. Des andrologues ? Ouais. Oui, c'est très peu connu. Souvent, ils sont urologues aussi. Ils ont une spécialité en andrologie. Voilà, à côté. Ok, très bien. Et à quel moment on vient voir une sexologue ? Eh bien, finalement, toute personne qui rencontre des questionnements, des doutes, peut-être qui est fait face à la maladie, une séparation, toutes ces personnes finalement qui ont une activité sexuelle qui commence à les troubler, pour qui, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ils auraient envie. Et la consultation, en fait, en sexologie, c'est un instant qui permet d'aborder tous les problèmes en sexologie, que ce soit vraiment de la question est-ce que je fonctionne correctement à vraiment j'ai un trouble, faut faire quelque chose. On est même dans l'intimité du couple, parce que ça peut être aussi finalement on se dispute toujours pour la même chose, c'est un petit peu une thérapie de couple si on étend un peu le vocabulaire. Et je sais pas ton ressenti, mais c'est vrai, moi j'ai l'impression qu'en France c'est quand même très tabou. Et donc, en tant que sexologue, ça doit être très compliqué quand même d'expliquer parfois un peu ce que tu fais et attirer en fait des personnes pour que les personnes aient confiance et viennent te voir pour régler leurs soucis. Parce que c'est vrai, quand on a des problématiques, vu que c'est dans le domaine de l'intime,
je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes et qui s'imaginent pas vraiment en quoi ça pourrait les aider. Oui, c'est complètement ça. J'ai en tête, quand tu me dis ça, un patient qui me disait oh là là, mais c'est compliqué, j'ai envie de vous dire des choses, mais vous êtes une femme et vous êtes une jeune femme, alors voilà, il y a aussi ce côté-là. Mais effectivement, le côté sexologue un gros mot. C'est quelque chose, il y a le mot sexe dedans, et effectivement, en France, c'est vraiment tabou, même si tout ce qui est image de femmes dénudées, on en a à l'appel. Dans les séries, on voit des scènes de nu, mais même dans les films. Mais pour autant, effectivement, quand il s'agit de parler de sa vie intime, ça devient plus compliqué et il faut oser franchir le pas, effectivement. Et toi, par rapport à la clientèle, tu as tout type d'âge, de génération, ou par exemple aussi tu vois que les jeunes commencent à être un peu plus ouverts par rapport à ça et ont moins de mal en fait à consulter que les générations précédentes. Alors, étonnamment, j'ai remarqué que non. En fait, j'ai tout type d'âge. J'ai de 19 ans à 80 ans, toutes les générations confondues. Effectivement, le problème que je rencontre, le plus difficile pour les personnes, c'est quand je mets le doigt finalement sur le problème qui peut, quand on vient parler d'éducation à la sexualité, souvent j'ai le droit à oh là là, mais non, on parlait pas de ça à table. Bien sûr, je me doute bien, mais peut-être entre quatre murs avec son frère, sa sœur, ses parents, non, ça non, le sujet est compliqué à aborder avec les patients parce que pour le coup, ils me disent que c'est mon travail, mais j'étais pas là quand ils étaient ados et du coup, c'est parfois de là que viennent les problèmes. Oui, non, la sexualité est tabou. Et même là, les générations qui arrivent, parce que moi, avec les réseaux sociaux, je trouve quand même que les langues se sont dénouées, on va dire, et qu'il y a quand même plus de discours ouverts par rapport à ça. Je pense que c'est tout un travail de fond. J'ai une collègue de ma promo qui a écrit un bouquin sur l'éducation à la sexualité. Et quand elle présente son bouquin, elle dit qu'il était nécessaire d'écrire un livre comme ça parce que tu vois, elle est infirmière en milieu scolaire et sexologue et elle me dit que quand elle rencontre les jeunes femmes à l'infirmerie du collège ou du lycée, il y a des questions qu'elle reçoit qui semblent aberrantes en fait. Et je pense que malgré que les langues se délient, en fait, l'information n'est peut-être pas la bonne. Les recherches s'orientent peut-être pas vers les bonnes personnes qui peuvent apporter les bons conseils. Ouais, ça c'est la limite des réseaux sociaux aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'informations et parfois des mauvaises informations. Et le livre dont tu as parlé, quel est le titre ? Éducation à la sexualité. Éducation et l'auteur ? C'est Véronique Baranska et associée à Sébastien Landry. D'accord, comme ça si les auditeurs sont intéressés. Ah oui, c'est un très bon bouquin, c'est un bouquin de vulgarisation, donc c'est vraiment fait pour tout le monde, adapté à ceux qui finalement, admettons les profs, qui pourraient éventuellement te parler de sexualité, comme aux ados, les premiers concernés, comme les parents, enfin vraiment il est vraiment très bien ce bouquin. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se déroule une consultation pour qu'on comprenne un peu et on va dire pour casser un peu ce côté mystérieux ? Ah oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a tout un drame qui se joue autour de la consultation. Alors en fait, il se trouve que j'aime beaucoup recevoir mes patients dans mon cabinet parce que en visio c'est toujours plus compliqué. Il suffit qu'on ait envie de parler de soi et pas de son couple et qu'il y ait quelqu'un à côté, c'est plus difficile. Donc en cabinet, quand je reçois mes patients, c'est en fait comme une démarche de psychothérapie. Vraiment, moi encore une fois, je ne suis pas médecin, donc je ne déshabille pas. Tout le monde reste habillé, on discute, on aborde un petit peu les antécédents des patients, ce qui se passe dans leur vie, voilà, s'ils sont mariés, s'ils ont des enfants, si tout au niveau médical tout se passe bien. Et au bout de peut-être un bon quart d'heure, 20 minutes, j'amène la question et alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je sens que les patients sont un peu plus détendus après m'avoir parlé d'eux
Je suis pas, je suis pas pour les méthodes un peu frontales. Vous passez la porte et c'est bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Non, je suis pas pour ça. Et après, par la suite, quand on a trouvé un petit peu le, le but de la consultation, on va se revoir. Alors moi, je suis de formation en thérapie brève, donc on est sur 10 à 15 consultations selon le problème. Et au fur et à mesure que l'on se revoit, tous les 15 jours ou tous les mois, on continue de discuter, d'approfondir et d'aller chercher en fait les fausses croyances qui font que on dysfonctionne. D'accord. Et par curiosité, est-ce que aussi tu interviens par exemple quand il y a des traumatismes ou des choses, on va dire, violentes qui se sont passées dans la vie d'une personne et qui a provoqué des problématiques, ou ça c'est un autre, ou c'est plus réservé à des médecins ou que sais-je? Non, non, j'ai été formée au trauma. Donc oui, C'est une formation en plus par contre, c'est quelque chose c'est une spécialité on va dire. Alors, dans ma formation initiale, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, on nous apporte des outils. C'est-à-dire que je touche un petit peu à l'hypnose, à la relaxation, et j'ai été formée à l'EFT, donc c'est le Freedom Technique, non, EFT, oui, c'est ça. Emotional Freedom Technique, voilà, je l'ai. Et c'est la libération des émotions par le tapotement des points d'acupuncture. Et dans ce module-là, on aborde les traumas. Et c'est grâce à ça que je peux résoudre le trauma que peut rencontrer ma patiente, quel qu'il soit. Ah mais c'est super intéressant à savoir. C'est vrai que voilà, une sexologue, c'est pas forcément parler que d'une seule chose précise. C'est que toi, tu prends, on va dire, le global. Et c'est pour ça, comme tu dis, c'est important pour toi au début de connaître la personne parce que ça reprend en fait tout le schéma et on comprend certaines choses, je pense, quand on découvre. Tout à fait. C'est une prise en charge qui est globale. On part sur tous les aspects de la vie et il faut aller chercher vraiment le point qui fait que on dysfonctionne à ce moment-là dans cette fonction-là, la sexualité donc. Ok, très bien. Est-ce que quand on traverse un moment compliqué dans sa vie, comme par exemple une dépression, souvent il y a une perte de libido qui est assez importante. Comment ça s'explique et comment faire pour retrouver sa libido? Alors je pense que c'est important de définir ce qu'est une dépression dans les livres de psychiatrie, parce qu'en fait c'est un trouble psychiatrique, c'est un trouble mental qui est plutôt courant. On parlera de 10 à 25% de femmes qui auront au cours de leur vie un épisode dépressif majeur. Du coup, ce trouble, il se caractérise par de la tristesse, une perte d'intérêt, de plaisir, souvent des sentiments de culpabilité, dévalorisation de soi. Le sommeil se trouve perturbé. Et finalement, tous ces symptômes vont retentir sur ce qu'on appelle la réponse sexuelle. Il faut savoir que dans les années 50, les pionniers de la sexualité étaient Masters and Johnson. Et quand ils ont fait leurs recherches, ils ont trouvé 4 phases de la réponse sexuelle. Donc on a l'excitation d'abord, donc on parlera de la lubrification pour les femmes. On a une phase de plateau où finalement on est bien, on est excité, on profite du moment présent avec beaucoup de plaisir. On atteindra l'orgasme et on aura une phase après de résolution où en fait là tout redescend, on est bien, on est un petit peu même nostalgique du moment qu'on vient de passer. Et du coup, quand on réfléchit à la dépression, tous les symptômes que j'ai cités, ils vont venir en fait modifier les états d'excitation, c'est-à-dire que voilà, quand on n'est pas forcément au clair avec ce qu'on est, la dévalorisation de soi, quand on culpabilise de quelque chose, bon, ben on se sent moins désirable. Du coup, l'excitation devient plus compliquée. Dans la perte d'intérêt et de plaisir, la phase de plateau et d'orgasme, en fait, sera difficilement atteinte parce qu'en fait, la dépression, elle assourdit tout ce que l'on peut ressentir. Et c'est en ça que la baisse de libido va se faire ressentir. D'accord. Mais après, ça c'est en règle générale, je pense que quand on traverse quelque chose de compliqué,
mentalement, c'est très compliqué parce que je pense que ça a automatiquement un impact en fait sur sa vie sexuelle ou même sur sa vie tout court dans tous les cas. Donc, Oui, tout à fait. Alors, d'autant plus que oui, ça a un effet parce qu'il y a aussi toute une chimie qui se passe derrière. Admettons, dans la dépression, on sait que il y a un déficit en sérotonine et les neurotransmetteurs du coup ne jouent plus leur rôle. C'est ce qui va venir baisser en fait cette libido et tout ce que l'on va pouvoir ressentir. Et comme tu dis, effectivement, dans la sexualité et dans le reste de sa vie, quand on est un petit peu contrarié, on est moins enclin à vouloir faire quelque chose, ne serait-ce que d'aller au travail, sans parler de sexualité. c'est vrai. Et donc, on le sait, le mental peut avoir un gros impact sur la sexualité. Et on en parle beaucoup en ce moment. Et suite à un traumatisme, parfois, il y a, alors même pas que, hein, mais il y a des femmes qui contractent un vaginisme. Est-ce qu'un sexologue peut intervenir par rapport à ça? Est-ce que ça peut être soigné? Moi, je sais que dans mon entourage, je connais des personnes qui souffrent de ça. Et on en parle, je trouve qu'on en parle de plus en plus, mais pas tant que ça. Alors c'est pareil, je suis très cartésienne et j'aimerais définir le vaginisme, si tu veux bien. Donc en fait, le vaginisme, c'est la contraction automatique et involontaire des muscles du périnée, dans le but de fermer l'orifice vaginal. Les femmes qui sont dans cette situation-là sont en fait un peu comme dans une sorte de phobie. Elles vont avoir peur de la pénétration, que ce soit un doigt, un tampon, d'aller chez le gynécologue ou alors un pénis. Hein. On est dans ça, c'est vraiment quelque chose qui prend toutes les sphères. Effectivement, suite à un traumatisme, c'est d'autant plus compliqué parce que malheureusement, le cerveau a tendance à toujours retenir le négatif. Donc on parlera en fait de feedback. Alors, si on parle de vaginisme primaire, donc c'est une femme qui n'a jamais été pénétrée, elle sera sur ce qu'on a pu lui dire, tu sais, éventuellement à l'école, ou alors elle a entendu parler, je sais pas, de la voisine qui s'est fait violer, elle fera en fait un stand-by là-dessus en se disant ça peut m'arriver. Du coup, à son premier rapport, elle sera involontairement contractée et toute pénétration sera impossible. Dans un vaginisme dit secondaire, donc ce sera une femme qui a déjà été pénétrée par peu importe. Là, on sera plus sur du trauma, de l'ordre éventuellement du viol, ou alors même, sans aller dans l'excès, sur une inhibition du désir, comme on parlait juste avant. C'est-à-dire que, comme j'expliquais, quand l'excitation se fait pas correctement, on n'a pas de lubrification, du coup on se retrouve avec une sécheresse vaginale, et quand il y a pénétration, ça fait mal. Et quand ça fait mal, le corps s'en souvient. Donc pour lui, à la prochaine pénétration, si la lubrification ne se fait pas correctement, ou même si elle se fait correctement, il y aura le souvenir de la douleur. Et c'est en ça, à force de répétition et de ce cercle vicieux, que le vaginiste va s'introduire et se répéter et devenir en fait le quotidien de la jeune femme. Donc pour répondre à ta question, à la deuxième partie de la question, oui, le sexologue est en mesure de résoudre le problème. Il va aller chercher l'élément déclencheur. On va partir sur les recherches de est-ce que c'est quelque chose de primaire, est-ce que c'est quelque chose de secondaire. Et comme je t'expliquais aussi juste avant, moi, ma formation me permet en fait d'aller rechercher les émotions qui sont en lien avec tout ça. S'il y a un trauma, on va aller évacuer les émotions, enfin en tout cas l'intensité de l'émotion, et permettre au cerveau de diminuer ses défenses et ses protections pour pouvoir laisser place à un peu plus de relaxation. Les sexologues qui ne sont pas formés à l'EFT vont privilégier en fait les séances de relaxation et éventuellement des exercices de périnée pour en fait reprendre le contrôle sur la contraction du périnée, savoir à quel moment je le contracte et à quel moment je peux le décontracter. Et en ça, on va pouvoir régler le vaginisme de la patiente.
Et c'est ça aussi, une sexologue, ça peut aussi donner des exercices à pratiquer. Enfin voilà, c'est ce qu'on disait avec Laura Nicole. C'est vrai que les psychologues, parfois on se dit, on est sur un canapé, on parle juste. Et elle expliquait, Laura, que non, derrière, il y a des exercices à faire, des choses à pratiquer dans la vie de tous les jours. Et toi, donc c'est pareil, tu peux aussi donner des sortes d'exercices, de méthodes pour aider la personne à aller mieux. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans la question de qu'est-ce qui se passe en consulte. Souvent, en fait, mes patients repartent avec une petite prescription main, fait maison, disons, d'exercices, oui, à pratiquer à la maison, parce qu'effectivement, en cabinet, il y a des choses que je ne peux pas leur demander. On est d'accord. Encore une fois, on ne se déshabille pas, donc les exercices, c'est à la maison. La pratique à la maison. Exactement. Ok, très bien. Tu as dit quelque chose par rapport à la conception des bébés. Une sexologue, ça peut aussi aider à quand on commence à vouloir avoir un enfant et qu'on a des problématiques. Est-ce qu'une sexologue, ça peut intervenir par rapport à ça? Oui, tout à fait. Dans les PMA, donc dans les protocoles de procréation médicalement assistée, donc on est dans ça, il y a des psychologues. Et les psychologues, elles font un travail formidable, mais parfois elles ne sont pas forcément formées à la sexologie. Et du coup, on est en fait sur de la revalorisation, de la réassurance. Moi, de mon côté sexo, je vais intervenir en fait sur comment ne pas faire l'amour pour fabriquer un bébé. Mais faire l'amour dans on garde le plaisir, on garde la tendresse. Et c'est quelque chose qui peut éventuellement passer à l'as quand on essaye de concevoir un bébé et qu'on y est depuis peut-être que ce soit même 1, 2, 3, 5, 10 ans en fait. Hein. Peu importe le temps qu'on y passe, il y a toujours un questionnement qui se pose derrière. Et je pense que vraiment, oui, l'association psychologue-sexothérapeute ou sexologue clinicien, en tout cas, peut être tout à fait valorisant et aidant pour ces couples. Et surtout aider par rapport au fait que, comme tu l'as dit, ne pas penser à faire l'amour juste pour faire un bébé, et aussi garder en fait cette relation dans le couple et pas détruire en fait le lien du couple parce qu'on n'y arrive pas et que voilà, on se concentre seulement sur le fait de procréer, quoi. Et par la suite aussi, quand la fécondation prend, qu'il y a un fœtus, c'est aussi conserver sa vie sexuelle dans son couple. Moi, je pense comme tous mes collègues, en fait, j'aime pas trop les mots préliminaires parce que je pars du principe que finalement la sexualité, elle commence dès les premiers baisers. Et en fait, finalement, c'est de se dire qu'il n'y a pas forcément besoin de pénétration pour être bien dans sa vie sexuelle. Si ce sont des caresses, des baisers langoureux, parfois ça peut amplement suffire finalement à délivrer l'ocytocine nécessaire pour garder l'attachement du partenaire et du futur bébé. Alors avant de passer, moi j'aime bien poser 2-3 petites questions pour conclure l'interview, mais là par exemple, si tu as des jeunes filles ou voilà qui ont un peu peur de faire le premier pas pour aller voir une sexologue, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Est-ce que tu as un message à faire passer ou quelque chose? Parce que c'est quand même un sujet tellement important. C'est un endroit sécure. Si vous trouvez le bon thérapeute, parce qu'on finalement nous sommes des thérapeutes, c'est un endroit sécure où il n'y a aucun jugement, il y a beaucoup de bienveillance, on est effectivement sur une fonction qui est hyper importante, je veux dire le plaisir que ça procure, et au-delà de ça, la fabrication d'un bébé pour plus tard, c'est hyper important, donc c'est vrai que franchir le pas, ça peut être compliqué. Mais voilà, bien se renseigner sur finalement le cursus du sexologue. Souvent, les bons thérapeutes ont un site sur lequel on référence en fait notre cursus un peu scolaire et ça permet en fait de trouver celui qui nous convient. Et encore une fois, je pense que je rejoindrai les collègues psychologues, sophrologues, enfin tous ceux que tu as un peu interviewés auparavant, c'est de se dire que vous pouvez aller sans problème aller voir quelqu'un, faire une première séance, si le feeling ne passe pas, on a tout à fait le droit de se dire
je n'y retourne pas. Non, c'est pas la bonne personne et ça, c'est ok. Le dire, ça. Oui. Et donc, on va passer aux questions pour conclure l'interview. Pour toi, est-ce qu'il y a un livre qui a impacté ta vie et que tu aimerais partager avec nous ? Eh bien, alors, je sais pas il a impacté ma vie, en tout cas, il m'a un peu réveillée, ce livre. C'est Imparfait, libre et heureux de Christophe André. C'est vrai qu'il nous offre des outils pour prendre soin de nous et nous accepter en toute bienveillance, et je pense que finalement c'est un peu le maître mot d'aujourd'hui. Il faut s'accepter et pas se comparer aux autres. Et as-tu une citation qui t'a marqué et que tu aimerais aussi partager avec nous ? Alors c'est une citation de Victor Hugo qui dit même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. C'est très très beau. Et je la trouve parfaite en fait pour la sexologie, parce que c'est de se dire on se retrouve dans une galère pas possible avec un trouble qui peut être vraiment compliqué et comme on disait difficile d'en parler peut-être autour de nous ou un professionnel. Et c'est vrai que les patients, une fois qu'ils sont venus, qu'ils ont pu dire ce qui leur posait problème, ne serait-ce que ça, ils se sentent soulagés. C'est comme un poids qui s'enlève en fait. Exactement. Et c'est de se dire, ouf, il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour moi. Beaucoup, parce qu'il y en a une d'Alain Kerr qui dit rien n'est permanent et tout peut être changé pour le meilleur. Et je trouve que parfois quand on traverse quelque chose de difficile, en fait on ne voit pas la porte de sortie, on se dit qu'on va jamais y arriver et ça va jamais aller mieux, et en fait ça va toujours mieux si on prend aussi sa vie en main et qu'on ose aller demander de l'aide. Ça c'est très important. Exactement. Cet épisode touche à sa fin. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans le descriptif de cet épisode. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. À très vite.